d'espèces différentes peuplent la planète. Le point de départ, pour décrire le vivant, c'est la notion d'espèce. Mais au fait, cette notion que tout le monde utilise sans y penser, vous la définiriez comment, vous? Aujourd'hui, le critère officiel, c'est l'interfécondité. En gros, si deux individus peuvent se reproduire entre eux, et si leur descendance est fertile, alors ils appartiennent à une même espèce. Là, par exemple, ça ne marchera pas. On a clairement deux espèces distinctes. Là, par contre, on est visiblement en présence d'une espèce unique. L'avantage de la notion d'espèce, c'est qu'elle permet de ranger des millions d'individus dans une seule boîte, à laquelle on attribue un nom latin unique. Ouais, latin, ça fait plus chic. Et ça évite les querelles linguistiques. À quoi ça sert de donner des noms à 1,8 million d'espèces, à 5 millions ou à 10 millions? Bon, je dirais en soi, à rien. En fait, les taxonomistes produisent pas des noms pour eux-mêmes, ils produisent des noms parce que, je dirais que c'est l'étiquette qui est sur un tiroir. Dans le tiroir, on va vouloir y mettre des attributs et des propriétés. Par exemple, mange un tel, est mangé par un tel, transmet telle maladie. C'est pour ça que le métier du systématicien, c'est de faire en sorte que chaque espèce soit désignée par un seul nom et que chaque nom ne désigne qu'une seule espèce. À l'heure où je vous parle, on a répertorié et nommé exactement 1 749 577 espèces vivantes. Mais donner des noms ne suffit pas à construire une image cohérente de la nature. On sent bien, intuitivement, que le chien est plus proche du loup que de la langouste, qui elle-même a plus en commun avec le lion de Tasmanie qu'avec la vache bretonne. Comment rendre compte de ces ressemblances qui existent entre des espèces différentes? Prenons au hasard un petit échantillon du monde vivant. Le saumon d'Écosse, le lémurien, le canari, l'escargot, le crocodile, la chauve-souris, et puis moi. Pour faire un classement, il faut choisir un critère. Et là, j'ai justement une machine à trier. Avec sa télécommande, c'est très pratique. Il suffit de taper un critère, essayons les ailes. On tape son critère et on passe tout le monde dans la machine. Et on obtient deux groupes. Ceux qui ont des ailes là-bas et ceux qui n'en ont pas, ici. Prenons maintenant les pattes. Cette fois-ci, on obtient trois groupes différents. Les quadrupèdes, nous, les bipèdes et les sans pattes. Le problème, c'est que chaque caractère semble aboutir à un résultat différent. Classer, chez moi, Homo sapiens, c'est une vraie passion, une seconde nature. J'ai essayé tous les critères. Taille, durée de vie, ordre alphabétique, répartition géographique, mode de reproduction, habitudes alimentaires. J'ai inventé 1000 systèmes de classification, du plus primaire au plus subtil, du plus rationnel au plus arbitraire, comme dans cette ancienne encyclopédie chinoise évoquée par l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Les animaux se divisent en A. Appartenant à l'empereur. B. Embaumé. C. Apprivoisé. D. Cochon de lait. E. Sirène. F. Fabuleux. G. Chien en liberté. H. Inclus dans la présente classification. I. Qui s'agitent comme des fous. J. Innombrable. K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L. Etc. M. Qui viennent de casser la cruche. Pourtant,
Parmi les innombrables classifications qu'on a imaginées, il y en a une qui a plus de sens que les autres. Ce buisson sphérique, c'est la version actuelle d'une très ancienne image, l'arbre de la vie. Toutes les espèces vivant sur Terre sont là, à chaque extrémité de ces millions de branches.